Hello à toutes et à tous et bienvenue pour ce tout premier débrief, la deuxième émission d'hors-jeu. Ça y est, cet Euro s'est lancé, Euro version 2024 avec une équipe de l'Allemagne bluffante ce soir face à l'Écosse. On va avoir l'occasion d'en parler, de débriefer tranquillement ce match. On aura également notre rubrique habituelle pour parler un petit peu de notre championnat du Pronogate qui a commencé ce soir avec cette première rencontre. Et enfin, les 5 jours à suivre de Scipion. Vous l'avez vu, un casting 5 étoiles à mes côtés. D'abord le maître des lieux qui a été le meilleur fragueur tout à l'heure, si vous avez suivi le stream, et qui a fait autant de kills que ce que l'Allemagne a marqué de buts ce soir. C'est Bruce Granek, ça va Bruce? Exactement, écoute, ça va, le Pronogate, tout ça, tout s'est bien passé. Bonne soirée, on a vu du foot, bon, un peu à sens unique ce soir, donc voilà, mais c'est comme ça. Mais en tout cas, on a vu une belle équipe d'Allemagne. Pour le suivre, on va prendre celui qui a le meilleur décor des deux, et pourtant il y a match, hein, puisque évidemment deux décors qui se ressemblent beaucoup. On va aller se tourner vers Yous qui a un plus beau décor que Pipion aujourd'hui. Comment ça va Alors, Yous? ça va super, super, ravi d'être Belle là. armoire, L'Euro hein. commence enfin et bah, ça fait plaisir, hein. Bah ouais, écoute, content de t'avoir avec nous ce soir. Hier, Ah, ça nous a presque fait un pincement au cœur de pas t'avoir avec nous dans ah, l'émission, donc mais j'ai été dans le chat, je vous ai suivi assidûment et vous m'avez fait rêver, donc c'est le plus c'est important. c'est fort aimable, c'est fort aimable. Du coup, rapidement, Konaté ou Upamecano ou Saliba Konaté? Ah, moi, je suis plutôt Saliba Konaté, Ok. mais voilà. Eh bah écoute, tu auras l'occasion de te justifier quand on parlera des matchs de l'équipe de France dans les émissions de dimanche ou de lundi. Et enfin, il est avec nous ce soir. C'est le GOAT qui était indétrôné dans tous les quiz jusqu'à l'arrivée de Yous, qui est venu un petit peu le perturber depuis quelques semaines. Il ne trouve plus le sommeil depuis quelques temps. C'est Scipion, comment ça va Scipion? Bah écoute, ça va, meilleur décor, meilleur au quiz, je dois m'incliner face à Youss, hein, c'est clairement le cas, hein. Ouais, ouais, une belle armoire et un beau rideau du côté de Yous, à signaler. Pipion, ce soir, tu vas nous présenter aussi un petit peu plus tard ta chronique. Tu devais en parler hier. Ça sera quoi? Ça sera 5 joueurs à suivre pendant l'Euro, des joueurs qui vont impacter l'Euro, des joueurs qui sont jeunes et méconnus. Voilà, comment tu nous as bossé tout ça? Ouais, c'est, on va dire, 5 curiosités et un petit bonus et bah, pour, annoncer un petit spoil, j'ai, comme toi Maxime de Kuyper qui fait partie de ma sélection, donc c'est vrai quand tu l'as annoncé hier, je me disais: «Ah c'est pas mal, il a du flair ce Pento» et ouais, du coup on va présenter, quelques joueurs, et quelques curiosités, mais c'est pas genre, aller surveiller Yamal ou Bellingham, c'est vraiment des joueurs, un petit peu à côté, sinon ce serait trop simple évidemment. Ah bah super, super. Attention, ne parle pas trop de De Kuiper parce qu'après Bruce, il va dire qu'on met des noms au hasard sans les avoir vus jouer. Donc voilà. Mais Bruce, ça sera l'occasion que tu apprennes à découvrir Maxime De Kuiper ce soir au moins. Mais Voilà. j'ai hâte, mais évidemment, ça a vu 25 matchs Non, mais du jeune tu, joueur. tu verras la qualité du garçon. Tu vas le découvrir pendant l'Euro. Je Ça sais, c'est, mais ça c'est sûr et je sais certain. Messieurs, reconnaître un acteur quand j'en vois un quand même un peu. non, 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 franchement, De Kuiper, ça fait un petit moment déjà. Je l'avais Oui, connu à l'époque. Moi, c'était par rapport oui. à Sorare, voilà, pour être honnête. Et du coup, je m'étais intéressé aux joueurs. Mais bref, bref. Messieurs, on a commencé ce soir l'Euro, Allemagne-Écosse. On sait que les matchs d'ouverture ont pour tendance à souvent être des matchs pièges pour des pays hôtes. Il y a beaucoup de pression, beaucoup d'attentes, Bruce, mais l'Allemagne a été tout simplement impériale ce soir et a su se mettre à l'abri très rapidement. Apparemment, j'ai un problème de micro, enfin, on Il y a un m'entend petit, pas bien, donc peut-être commence par quelqu'un. il y a un problème d'écho, alors si c'est que toi, Donc si c'est... peut-être commence par quelqu'un qu'on entend bien, ce serait peut-être préférable pour tout le Allez, monde. bah écoute, on va donner la parole à Pipion du coup. Ouais, c'est vrai que ce match d'ouverture, forcément, ça lance, la compétition. On était, bah, dans l'attente de voir si, l'Allemagne allait répondre à son statut de favori et oui, oui, très clairement, j'ai vu une excellente Mannschaft. Alors évidemment, il faut pondérer avec, la faiblesse de l'Écosse et le carton rouge qui a facilité quelque chose, mais, quand on a vu les 2 équipes en 11 contre 11, il y avait pas photo et moi, ce qui me plaît beaucoup avec, cette équipe, de Nagelsmann, c'est que je reconnais justement une équipe du Nagelsmann de Leipzig avec beaucoup de mouvements, du tableau noir, des idées tactiques, cette idée de mettre 2 milieux offensifs sur les côtés, avec Moussiala et Wirtz et finalement se priver d'un pur ailier, bah, on comprend pourquoi est-ce qu'il veut faire ça parce que il va avoir du mouvement constant quand tu regardes l'attitude de Toni Kroos sur le premier but, celle de Gundogan sur le deuxième. Enfin, il y a beaucoup de choses qui m'ont plu et c'est vrai que le message envoyé il est excellent. Alors on verra évidemment quand il y aura une plus grosse adversité, mais tu notes aussi un apport du banc qui est quand même conséquent. Si tu as Havertz qui peut remplir ce fameux rôle de faux neuf, même si on a vu qu'avec Arsenal ça avait très bien marché, là avec l'Allemagne ça marque, mais aussi avec Füllkrug, tu vois, donc tu as deux profils de neuf et pour Füllkrug si tu as un peu plus voilà d'adversité, on va dire
de physique par rapport aux défenseurs adverses, tu peux le mettre et ça peut être la solution. Tu as des joueurs qui tentent leur chance de loin, tu as un apport des latéraux comme Idestadt et Kimmich. Non, c'est vrai que l'Allemagne a été très intéressante, tu as concédé une seule situation chaude, c'est un contre son camp, mais évidemment pas d'alerte. Et on a envie d'en voir plus, on a envie d'en voir plus sur cette Mannschaft, si elle peut reproduire ce niveau de performance. Et c'est vrai que le duo Wirtz-Musiala, pour terminer, c'était les deux joueurs qu'on attendait le plus parce qu'ils nous avaient un petit peu donné du tournis contre l'équipe de France au mois de mars. Et honnêtement, ils ont été fantastiques, ils ont répondu présent. Et c'est deux joueurs qui peuvent changer énormément de choses pour l'Allemagne et pour l'ambiance globale de la compétition, parce qu'on dit souvent il n'y a plus de joueurs frissons, tout ça. Mais honnêtement, le Musiala Wirtz, ça a tellement régalé, quoi. Ouais, ça nous a régalé, mais il y en a d'autres qui nous régalent et j'ai oublié de les mentionner, c'est les amis de Winamax évidemment qui nous accompagnent pour cette émission, qui nous accompagnent maintenant depuis quelques années, mais également pour cette Euro. On continue donc l'aventure et c'est pour ça qu'on va d'ailleurs pouvoir vous faire des émissions quasiment tous les jours jusqu'à la fin de cette Euro, jusqu'à la mi-juillet tout simplement. Avec Winamax, on vous rappelle également que votre premier dépôt est doublé en pari gratuit jusqu'à 100 €. Vous pouvez même avoir 10 € de bonus supplémentaires avec le code hors-jeu 10 avec un dépôt minimum de 15 € par code bancaire. Je vous rappelle également qu'il faut être majeur pour jouer, que jouer comporte des risques de manière générale. Donc faites attention, il faut que ce soit un plaisir et non pas un besoin. Tout simplement, on vous rappelle également que vous pourrez retrouver ce débrief en rediffusion sur YouTube notamment très rapidement. Vous pourrez retrouver ce débrief également sur les différentes plateformes de podcast et n'hésitez pas de partout, que ce soit sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur TikTok, n'hésitez pas à commenter, à liker, ça aide énormément pour le référencement et au mieux on est référencé, au plus on pourra avoir de sponsors pour tout simplement avoir les moyens de faire grandir cette émission et voilà, c'est comme ça que ça marche. Je vais pas vous apprendre le milieu d'internet. Pano, je vais te faire un kiff. Pipion a déjà un petit peu donné son avis, mais on va faire comme si on n'avait pas entendu son avis. Et on passe avec le débrief du jour. Jingle. Voilà, au moins Pano est content. Mais j'avais oublié dans le chat depuis tout à l'heure, je voyais des échos, on n'entend rien, on n'entend rien. Donc oui, j'ai tracé ma route, moi, en attendant que le problème soit réglé. J'en ai oublié de suivre ce conducteur Yous. Agréablement surpris, j'imagine, par la qualité offensive de cette équipe d'Allemagne. Est-ce que tu as vu une équipe d'Allemagne très forte qui s'est rendu le match facilement après 20 minutes? Est-ce que tu as vu une défense écossaise très faible en face? Qu'est-ce que tu as vu toi dans ces 20 premières minutes notamment? Déjà, je tiens à rassurer le chat, je suis en sécurité. Mais effectivement, c'est vrai que dans ce genre de match, c'est toujours dur de définir, tu vois, entre la poule et l'œuf. Est-ce que c'est l'Allemagne qui était juste trop forte pour une Écosse qui était peut-être elle aussi un peu faible? Mais globalement, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est cette capacité de l'Allemagne à être excellente dans les petits espaces. Ces joueurs, quand on les voit alignés, peut-être que sous un autre coach, on pourrait se poser des questions sur la complémentarité. On pourrait se dire, mais ils vont se marcher dessus, comment ils vont faire? Et finalement, en fait, tu vois que ça soit sans ballon ou avec, c'est juste trop, quoi. Il y a beaucoup trop de talent offensif dans cette équipe. Ils savent à peu près tout faire. Kroos, il se régale d'avoir autant de solutions devant lui. C'est juste beau à voir, mais au-delà de la performance de l'Écosse, moi, c'est vraiment la performance de l'Allemagne que j'ai envie de retenir. Je les ai trouvés juste parfaits avec un Musiala qui a montré toute la palette, hein, que ce soit sans ballon, comme j'ai pu le dire, même en deuxième mi-temps où il touchait les ballons un peu plus excentrés, les contrôles juste magnifiques, la qualité de passe sur le but de Füllkrug, il t'invente une passe incroyable pour Gundogan. Donc globalement, ouais, voilà, cette équipe d'Allemagne, on est un bon acteur, on arrive à garder le calme, donc ça va. Cette équipe d'Allemagne qui est juste impressionnante. Et pour le coup, je demande à voir l'Écosse contre les autres adversaires parce que je suis pas sûr que ça soit aussi catastrophique. Je pense que c'est vraiment l'Allemagne qui s'est rendue, l'équipe d'Allemagne, la Mannschaft qui s'est rendue le match facile. Ouais, Bruce, on a vu ce trio de jeunes joueurs offensifs absolument impressionnants avec Jamal Musiala, avec Florian Wirtz et Kai Havertz. Ce sont d'ailleurs les 3 premiers buteurs de cette rencontre. On a vu également que Niklas Füllkrug, qui sort d'une grande saison, va être capable d'apporter beaucoup à cette équipe d'Allemagne, sans oublier ses remplaçants, but de Füllkrug avec Emre Can également qui s'est montré à son avantage, et un Ilkay Gundogan qui a eu un abattement aux côtés de Toni Kroos tout simplement extraordinaire. Finalement, cette équipe d'Allemagne, on a vu qu'il y avait un gros matos offensif et ça s'est de suite vérifié. Si ces joueurs-là ont cette liberté-là
Et cette qualité-là, ça va être quand même dur de ne pas prendre de but face à cette équipe, hein. On n'entend pas Bruce. Moi, je t'entends pas, Bruce. Ouais, ouais. Ah, Après, on n'entend pas la Bruce. Bon. bouche bouge, hein, donc on Ouais, verra. ouais, là, ouais. Bah, écoute, on peut te laisser, puis après sur le chat, ils apprendront peut-être à lire sur les lèvres, je sais pas. Je sais pas, tu sais quoi, on va la garder, voilà, Bruce, on va essayer de régler tes petits problèmes de micro. Je te reposerai exactement la même question. Là, tu vas Mais je suis pouvoir d'accord avec travailler toi, ta. Messi, c'est le meilleur joueur du monde, Ouais, Bruce. voilà, Je- voilà, c'est exactement. C'est le Et GOAT. il Bon, manque à 7 Pipion, euros. Pipion, je vais pas te reposer une question sur cette équipe offensive de l'Allemagne, mais euh, c'est vrai que quand on parle de l'Écosse depuis pas mal d'années, on parle de cette qualité avec énormément de joueurs qui évoluent soit au Celtic de manière générale, la meilleure équipe avec le Glasgow Rangers d'Écosse, soit des joueurs qui évoluent en Premier League Championship. On savait que ce soir, c'était, si je dis pas de bêtises, 5 joueurs qui évoluent en Première Ligue pour, je crois, quelque chose comme 14 au total qui évoluent dans le championnat anglais de manière générale. On sait que c'est une équipe avec de la qualité, mais c'est une équipe surtout, voilà, on a tendance à dire rugueuse, une équipe qui aime le contact, qui va essayer de rendre dur les matchs tout simplement. Finalement, ce soir, on l'a pas trop vu. On a vu une équipe presque un petit peu trop tendre et qui a accepté de se faire déborder, dépasser trop rapidement. C'est ça, on pouvait s'attendre à une équipe d'Écosse qui allait vouloir aller sur le terrain de l'intensité. Et par moments, ils ont voulu y aller. Même là, ils s'étaient dépassés. On savait que techniquement, ça va être compliqué. Aussi, comme l'a dit bien dit Yous, sur les petits espaces. Et c'est là où j'ai été un petit peu déçu. C'est que, comme tu as dit, il y a quand même une ossature dans cette équipe d'Écosse avec Robertson, Liverpool, McGinn qui sort d'une top saison avec Aston Villa, McTominay qui a été un des meilleurs buteurs, même des éliminatoires de l'Euro. Tu rajoutes à ça des joueurs comme Tierney, comme Henry. C'est vrai que c'est pas mal du tout. Mais j'ai envie de te dire, cette équipe d'Écosse, elle aura des limites qui vont se retrouver pour pas mal d'équipes dans un grand tournoi, c'est le gardien, parce que l'ami Gunn, bah, on s'est rendu compte que c'était vraiment pas la folie dès le premier but de Wirtz. Et l'attaque, c'est vrai que voilà, Che Adams, c'est bien sympa, mais ça peut pas peser. Donc quand tu as ces deux éléments qui sont tellement indispensables pour une équipe pour aller loin dans une compétition, on parle pas de la remporter, mais au moins, tu vois, pouvoir sortir des poules, c'est quand même assez pénalisant. Mais ouais, moi j'étais quand même un petit peu déçu parce qu'on rappelle que l'Écosse avait battu l'Espagne à domicile. Elle avait terminé devant la Norvège d'Alan Dodgard. Donc, c'est quand même une équipe qui avait des petites références, qui avait, je trouve, montré aussi voilà, des belles valeurs lors du dernier Euro. Elle avait accroché l'Angleterre. Et là, ouais, bah, ils ont été tout dépassés dans tous les secteurs. Et voilà, en plus, quand tu vois le carton rouge de notre ami Porteus, là, tu te dis, ouais, là, c'est carrément du pétage de câble parce que le geste est extrêmement dangereux. Y aller comme ça, deux pieds en avant, quand tu sais qu'il y a la VAR, enfin, c'est déraisonnable. Et ouais, pour l'Écosse, switcher sur le match d'après, ça va être essentiel. Ce soir, c'est une claque. Tu peux te faire battre par l'Allemagne, mais là, il faut retrouver d'autres méthodes que juste mettre de l'intensité parce que dans cet euro, ça suffira pas, même contre la Hongrie ou la Suisse. Yous, déjà Bruce n'est pas de retour encore, je crois, hein. Essaye de juste dire un petit truc, Bruce, au cas où. Non, je vois que ça ne bouge Je plus, crois donc que même au niveau il va vidéo, ouais. revenir. Ouais, Yous, toi aussi, tu as été plutôt déçu de cette équipe écossaise. Scipion l'a rappelé quand même, hein. On parle d'une équipe qui sort d'une phase de poule, d'une phase de qualification plutôt satisfaisante dans l'ensemble. C'est une seule défaite en 8 matchs et c'était face à l'Espagne. Sinon, c'était 5 victoires de nul. Je crois que c'est Gibraltar, Espagne et Norvège, comme l'a dit Scipion. Donc, bon, il y avait quand même la place de perdre un petit peu plus qu'un match sur 8. Et finalement, bah, ce soir, on n'a pas vu grand-chose. On a vu une équipe finalement très faible. Ouais, non, c'est vrai que un peu déçu parce qu'effectivement, comme l'a bien dit Scipion, c'est une équipe qui a éliminé la Norvège, hein, donc on pouvait s'attendre à autre chose. Et puis, tu as quand même des petites individualités quand tu vois des joueurs comme Tierney, comme Robertson ou même Gilmour qui était malheureusement pas titulaire. Tu peux peut-être te poser des questions aussi sur ça, mais c'est quand même, voilà, c'est une équipe cohérente où tu vois quand même des joueurs que tu as l'habitude quand même de voir dans les principaux championnats. Et puis là, clairement, on a vraiment l'impression que c'était une équipe faire valoir qui était là seulement pour faire briller l'Allemagne. Pas trop, ils ont pas vraiment. Je pense que dès le début du match, ils ont mal pris ils ont pas pris le match par le bon bout et forcément quand tu cours un peu derrière le score contre une équipe comme l'Allemagne, c'est très compliqué parce que on l'a vu après le premier but allemand, ils ont remonté un peu le bloc, il y a des séquences où ils ont essayé d'aller chercher, mais ça va beaucoup trop vite et les joueurs allemands sont tellement forts dans les espaces que si tu leur laisses un tout petit espace de plus, ça va trop vite. Et le deuxième but, c'est un peu le modèle pour ça parce que tu vois, tu as clairement la configuration où l'Écosse va chercher un peu plus haut,
mais tu vois ce que peut te faire l'Allemagne en une demi-seconde avec Kroos qui trouve Gundogan qui trouve ensuite, Havertz, puis après le contrôle de Moussala qui est juste énorme. Donc ouais, c'était très compliqué pour l'Écosse, assez déçu parce qu'effectivement, comme on l'a dit, on aurait pu s'attendre à mieux, mais pour le coup, il y a 2 autres matchs qui sont largement à leur portée. Moi, je les enterre pas totalement. Scipion, on va parler peut-être du milieu un petit peu plus chaud pour cette équipe de l'Allemagne. On n'avait aucun doute sur la qualité offensive, on a eu juste la confirmation ce soir. On va parler peut-être plus de ce secteur défensif, la charnière avec en cadre évident. Ah, Bruce est de retour? Ouais, on t'entend toujours pas. Bon. Ok. C'est terrible. Bah, on va attendre encore un petit peu, Scipion. Oui, du coup, ce secteur défensif avec Jonathan Tah qui accompagnait Antonio Rüdiger. On a vu Maximilian Mittelstadt sur un côté, Joshua Kimmich sur l'autre, et surtout, bah, dans ce rôle de milieu défensif pur, Robert Andrich qui a fait une énorme connerie. Ou sur WhatsApp d'ailleurs, c'est le premier truc que j'ai écrit. Je dis bon, bah voilà, il y a 2-3-0 pour l'Allemagne, le match est trop facile. Il s'est dit tiens, et si j'allais foutre un attentat au milieu de terrain et de prendre mon rouge. Bon, au final, ça s'est bien passé. Il a pris qu'un jaune. Mais qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce domaine-là? Est-ce que, limite, pour Nagelsmann, il n'y a pas cette frustration de se dire bon, j'aurais aimé quand même être bousculé peut-être un petit peu plus pour avoir plus d'enseignement vis-à-vis de ma défense? T'a T'aurais aimé peut-être être bousculé un peu plus, mais c'est un match où tu t'es, rendu ça tellement facile que tu as pu reposer certains cadres, dès l'heure de jeu, et ça pour un coach dans un grand tournoi, c'est un atout, indéniable. Pouvoir sortir assez vite, Wirtz, Musiala et même Toni Kroos, c'est quand même une grosse satisfaction. Je vois ce que tu veux dire. Après, il y a quand même, voilà, si on est toujours, dans l'objectif, dans la vision d'être, perfectible pour cette équipe d'Allemagne, tu l'as dit, hein, notre ami Hendrich, dans ce trop plein d'énergie, il faudrait apprendre à se canaliser, et ça peut être justement, un petit point à rectifier, parce que dans ce type de tournoi, on sait que les arbitres, bah, ils peuvent dégainer assez vite. Très bon match au passage de notre ami Clément Turpin qui, comme en Ligue des Champions, a été impeccable, et ça se demandait en Ligue 1 quelles sont les consignes. Il faudrait qu'on nous les dise, parce que on a vraiment deux hommes différents, et c'est quand même problématique. Pour revenir sur l'équipe d'Allemagne, voilà, Rudiger met ce contre son camp, mais j'ai bien aimé son match. Un peu moins Jonathan Tah qui a envoyé quelques signes de fébrilité, mais voilà, c'est aussi un premier gros tournoi à domicile, tout ça, donc ça peut se lancer. Derrière, tu sais que tu as Scholterbeck, donc notre ami Jonathan Tah, je pense qu'il faudra scruter le prochain match. Et en fait, c'est ça, c'est ce que je te disais avec l'apport des latéraux. On a vu Mittelstadt faire une super saison avec Stuttgart et totalement mériter sa place, même contre l'équipe de France en mars dernier. Il avait fait une très bonne rencontre. Et Kimmich, bah, quand tu es dans cette configuration-là où tu vas avoir le ballon, où tu es à l'aise, bah, c'est voilà, un renfort supplémentaire au milieu de terrain. C'est une patte droite qui est indéniable. Et on l'a vu sur pas mal de situations, sur l'un des buts. C'est quand il est dans ce confort-là, mais confort positif. C'est-à-dire que voilà, il a la liberté d'agir, la liberté d'entreprendre, la liberté de passer. Bah, c'est un joueur fantastique. Et pour Nagelsmann, ça fait du bien. Donc c'est vrai que le débat, tu sais, Kimmich, milieu de terrain, latéral droit, pour cette équipe d'Allemagne qui sera habituée à avoir le ballon sur la plupart de ses rencontres. Au départ, c'est quand même une bonne chose. Comme toujours, tu as envie de voir sur une plus grosse adversité si Kimmich, voilà, contre un ailier un petit peu plus costaud, ce que ça donnera. Mais voilà, si on doit être un petit peu vigilant pour l'équipe d'Allemagne, c'est forcément ce trop plein d'énergie d'Henrich et on va dire une petite alerte sur Jonathan Tah, mais moi je suis pas du tout inquiet. Et comme tu vois, l'entrée d'Emre Can, qui a été d'ailleurs rappelé à la dernière minute après le forfait de Pavlovic, et qui au-delà de son but a été très intéressant. Et comme je te dis, derrière, tu as quand même un joueur comme Schlotterbeck qui a fait une top saison avec Dortmund. Pour Nagelsmann, tu peux être confiant, quoi. Ouais, Yous, on a un groupe qui est ultra homogène pour l'Allemagne, Écosse, Hongrie, Suisse, Allemagne. Au final, on n'a pas vraiment de petite équipe, on n'a pas une équipe du niveau de l'Allemagne non plus. Est-ce que cette poule va suffire pour réellement tester cette Allemagne-là, tellement on a eu le sentiment qu'ils étaient forts ce soir? Oui, c'est vrai que non, c'est vrai que cette Allemagne, on peut peut-être regretter. C'est vrai que ce que tu disais juste avant, je le comprends particulièrement parce que au final, cette victoire de l'Allemagne, aussi belle a-t-elle été, elle ne nous apprend rien sur sa capacité à souffrir et à être en difficulté contre une équipe la mettra plus en difficulté. Parce que là, clairement, elle a été dans une config où elle a eu le ballon 80% du match, voire plus. C'est pas trop surprenant ce qui s'est passé. Voilà, le score est peut-être très large, on s'attendait peut-être pas à autant de buts, mais le fait que l'Allemagne soit autant en maîtrise, pardon, il n'y a pas de surprise. Maintenant, comme je dis, quoi, contre une équipe qui peut-être aura plus d'armes offensives, attaquera avec plus de joueurs. Voilà, comme l'a dit Scipion, Tark a été un peu plus en difficulté parfois. Tu peux penser que contre d'autres joueurs, ça peut l'être aussi. Donc
voilà, on doit quand même rester prudent. Et effectivement, je comprends ce que tu veux dire quand tu dis est-ce que voilà, Nagelsmann peut pas s'estimer déçu de ne pas avoir été plus mis en difficulté, au moins sur certaines séquences, quoi. Parce que ça a jamais été le cas. Scipion, Robert Andrich, est-ce que ça sera justement ce milieu de terrain qui va être titularisé? Il est sorti à la mi-temps, peut-être parce que le match était déjà joué, peut-être pour le faire souffler un peu, parce qu'il avait pris également un carton jaune. Est-ce que c'était un sentiment, une volonté de le protéger un peu de la part de Nagelsmann, ou est-ce que c'est une volonté d'essayer autre chose? Peut-être essayer autre chose, ouais. C'est vrai qu'avec Emre Can qui a un profil, peut-être, un peu plus calme, un peu plus technique et Henrich va être dans l'énergie, ça peut être, une option intéressante. Après Henrich, c'est pas parce qu'il a fait, voilà, cette, petite bêtise qu'il faut l'enterrer. C'est un milieu qui a fait une top saison avec le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, où il a été très intéressant aussi avec ballon. On pense notamment à son match contre l'AS Rome en demi-finale d'Europa League où il met un superbe but et c'était un acteur, déterminant et donc ouais, il va rendre beaucoup de services, hein, honnêtement, sur le renouveau de l'Allemagne, ça a été un des premiers joueurs sur lequel le coach a compté. Mais quand tu vois Pascal Gross qui part avec son activité à Brighton, quand tu vois Emre Can, tu as des options qui sont un petit peu différentes. Et c'est là où tu vois que ça a été un des choix forts de Nagelsmann aussi, c'est pas prendre Goretzka parce que forcément l'attention elle s'est portée sur Mats Hummels, mais tu prends pas Goretzka qui peut-être dans ce milieu de terrain là aurait eu son mot à jouer, mais on sait que Nagelsmann voulait pas avoir, comme on dit, des soucis d'ego. Il pouvait mettre son 11 sans avoir des problèmes avec des joueurs qui ne voulaient pas voilà, s'asseoir sur le banc. Et finalement, je me dis que même avec ce petit point-là, il trouvera des solutions au cours du tournoi. Et le fait de faire sortir Hendrich dès la mi-temps, quand tu es à 3-0, qu'il n'y a pas de panique, que le gars a déjà un carton jaune, c'est normal. Franchement, sur ce match-là, Nagelsmann, très très bonne gestion aussi des remplaçants, tout ça, du temps de jeu, ça a été bien joué. Ouais, ça a été plutôt bien joué, et d'autant plus il faut préciser que ce duel à distance entre Robert Hendrich et Pascal Gross, Gross avait joué notamment 90 minutes lors du premier match de préparation face à l'Ukraine, et derrière, il n'a joué que 23 minutes dans le deuxième match. Donc c'est vraiment qu'on essaye tout simplement d'avoir un plan A, un plan B, un plan C du côté de Julian Nagelsmann, et justement d'avoir une multitude de solutions pour avoir une équipe la plus variée et essayer de venir remporter cet euro ô combien important à domicile. Yous, il y a un joueur qui m'a énervé ce soir, un joueur qui m'énerve beaucoup, et je pense qu'il en a énervé pas mal. Je pense que j'ai pas besoin de trop le citer, mais j'ai un peu de mal à comprendre. Bon, c'est un joueur qui déjà parfois peut être altruiste, mais parfois tellement individualiste et énervant. Quand il était à Schalke 04, c'était un des joueurs en lesquels j'ai le plus cru. Je pensais que ça deviendrait le meilleur joueur du monde. C'est un joueur qui est absolument fantastique, ballon au pied. Un joueur qui est très frustrant. Et ce soir, quand il rentre dans un euro à domicile, devant son public, dans son stade, à 3-0, en sachant qu'il va y avoir des boulevards où son équipe est à 11 contre 10, et que je le vois presque faire la gueule et marcher sur le terrain, euh, Leroy Sané à 29 ans, je crois, ou 28 ans, ça va être quoi, et ça va être jusqu'à quand ce problème? C'est pour toi, Yous. Ah, ok. Non, parce qu'effectivement, je te cache pas Ah, qu'on était en train de on faire des n'entend plus petits Yous tests non avec plus. là. Eh, Ah, vous faites, enfin, au bout d'un moment, la régie, je veux bien, mais si on n'entend plus Scipion en 2 minutes, ça va être compliqué, hein, de continuer l'émission. Enfin, faut arrêter de tout toucher, et peut-être. Bref, je vais. Ok. Bon, ben Scipion, écoute, je vais te poser la question à toi. Du coup, on en a pensé quoi de Leroy Sané ce soir? Sauf si Youssef est de retour. Non, il est pas de retour. T'en as pensé quoi, toi, de Leroy Sané? Est-ce que tu as eu le même sentiment que moi? Parce que là, voilà, je viens de donner un petit peu mon avis sur Leroy Sané. Est-ce que tu as eu cette petite frustration? Oui, vous l'entendez, mais nous, on l'entend pas. Donc, je peux pas parler avec quelqu'un que j'entends pas. Oh, bah, écoute, on va continuer ce petit dialogue, mon bon Et Kanto. ça. On discute. Non, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que l'entrée, elle est très frustrante et forcément, il y a un banc qui existe pour l'Allemagne. On a parlé de Pascal Gross, on a parlé d'Emre Can, on a parlé de Niklas Füllkrug qui a été excellent, Thomas Müller en cadre et Leroy Sané, bah, c'est clairement peut-être c'est le 12e joueur, celui sur qui tu peux avoir une petite hésitation si tu dois changer de configuration parce qu'il a ce rôle de pur ailier. Mais là, ce soir, il a clairement pas marqué des points par rapport à ce qu'attend Nagelsmann qui veut de l'efficacité, qui veut, comme tu as dit, de l'altruisme, qui veut voilà, un joueur qui correspond à ce collectif-là. Bah, il se dit que finalement, son option de partir avec deux milieux offensifs qui vont pouvoir se partager les côtés avec Vers Moussiala, bah, c'est la bonne, avec aussi Havertz qui peut évidemment dézonner, un Gundogan qui peut se balader. Là, l'entrée de Sané,
il y a des choses où tu dis, c'est un joueur qui évidemment a un profil qui est toujours intéressant parce qu'il va percuter, qui va oser, qui va voilà, proposer des solutions, qui peut remonter beaucoup de mètres avec le ballon. Mais dans la finalité, le dernier geste, c'est comme tu l'as dit, c'est le Sané qui nous agace, qui peut être un joueur qui avait marqué ce super but contre le Real, comme un joueur qui peut rater 3-4 situations. Et à ce niveau-là, au très très haut niveau, pour un joueur international qui est passé par Manchester City, qui nous a habitués à faire des saisons qui a été très très bonne du côté d'Etihad, bah t'as plus cette patience. Voilà, le Roi Sané, il a plus 20 ans, c'est un joueur qui a 27-28 ans. Normalement, il est dans ses meilleures années, c'est le moment voilà, d'enclencher, de confirmer, d'être un élément prépondérant pour son équipe. Et il manque toujours ça, donc c'est vrai que c'est assez frustrant. Moi, je pense que tu vois, il sera peut-être titulaire pour le troisième match pour faire tourner, mais pour l'instant, il va garder ce rôle de 13e, 14e homme parce que ce soir, comme je te dis, il n'a pas marqué beaucoup de points. Ah, Yous, j'avais l'impression qu'avec ton oreillette et que tu mettais 1000 ans à répondre, j'ai l'impression que tu étais en duplex et en duplex carrément dans notre pays. Je Bon, me suis dit, direct de bon, c'est bon, il nous Fleury, sait. comme. C'est ça, carrément, carrément. Bon, du coup, tu as entendu la question. Le Roi Sané m'a un peu frustré ce soir et Scipion vient de donner son avis là-dessus. Quand on voit la liberté et à quel point Jamal Musiala et Florian Wirtz peuvent être capables de jouer pour le collectif, on a du mal avec cette attitude-là de voir un Leroy Sané revenir chercher une place de titulaire dans cette équipe allemande, hein. Ouais, c'est vrai que, en plus, la différence, le contraste entre le match des offensifs jusqu'à leur sortie et l'entrée de Sané est tellement frappante, ça se demandait si peut-être qu'il est bien dans son petit rôle sur le banc, à gratter quelques minutes et qu'il veut surtout pas bouleverser la hiérarchie et devoir jouer plus. Parce qu'effectivement, non, je pense que Musiala et Wirtz, dans leur performance individuelle et même dans la complémentarité avec Gundogan, ils deviennent indispensables. Et je suis d'accord avec toi, cette entrée de Sané qui a à peu près tout raté, mais puis au-delà de ça, parce que quand tu as un offensif que tu es du déchet, j'ai envie de te dire, c'est un peu normal. Oui, Mais c'est là, pas c'est grave. c'est vraiment au-delà du déchet, quoi, dans l'application, dans les choix. C'est l'attitude, la tête baissée, ouais, Ouais, il était à contre-temps complètement, et tu avais vraiment l'impression de quelqu'un qui jouait sa partition complètement à côté des autres. Et tu avais vraiment une symphonie, tu vois, en première mi-temps entre Gundogan, entre Wirtz, entre Musiala. Et ouais, lui, il est venu un peu avec ses gros sabots et pour montrer que voilà, qu'il est là et il peut venir tout casser s'il veut, quoi. Et ouais, j'étais assez déçu de sa rentrée. S'il y a bien un truc négatif à retenir ce soir côté allemand, c'est peut-être ça, ouais, c'est clair. Allez, messieurs, on va parler des tops et des flops. On n'a pas eu les notes encore, Poineau. Je pense qu'avec les problèmes techniques, tu n'as pas eu le temps d'aller les récupérer. Donc, on verra pas les notes, mais on va faire les tops et les flops. Peut-être, Scipion, bon, côté top, déjà, j'imagine qu'on va aller chercher de l'Allemagne de ce côté-là. Je sais pas qui dans le chat entre Wirtz et Musiala, mais si je veux dire le Ouais, top top, je dirais peut-être Musiala parce que forcément il y a un peu plus de dribble, il y a eu beaucoup de situations créées et c'est un joueur qui d'ailleurs a été élu MVP et c'était super. Voilà, Yano et Tony parlent de Kroos et c'est vrai que je crois qu'il a fait 106 passes réussies sur 107. Alors évidemment, il y en a peut-être beaucoup correct. qui étaient juste à côté. Ouais, très très beau ratio, mais c'est un joueur qui est tellement propre et qui est tellement utile qui est forcément absolument absolument génial. Et sinon, bah ouais, en joueur, tu vois on était, c'est sa première compète, c'est son premier grand tournoi avec l'Allemagne, Middelstadt. Je crois qu'il a vraiment donné beaucoup de garanties pour l'avenir, donc forcément satisfaisant. Mais c'est vrai que on va dire le quintet offensif, Wirtz, Havertz, Musiala, Gundogan, Kroos, dans différents rôles, ils ont été superbes. Et voilà, en bonus, l'entrée de Füllkrug qui t'offre ce neuf pur et dur qui va être voilà un bomber qui peut envoyer des cartoffels comme dirait Karl-Heinz Sabatier et qui peut voilà t'apporter cette densité dans la surface. C'est un joueur qui régale absolument. Donc, ouais, moi, je te dirais numéro un, Musiala quand même, parce que on adore ce joueur et le voir comme ça, faire autant de différences, être aussi créatif, dribbleur, et même, tu vois, on se dit toujours, voilà, est-ce que c'est un finisseur? Oui, il a aussi des qualités de finition très intéressantes, ce garçon. Ouais, Yous, les tops, bon, Scipion a un peu dit toute l'équipe, mais c'est vrai parce qu'il y a Attends, une il reste qui performance, là? il y a une performance collective. Est-ce que toi, quel est le joueur ce soir qui t'a le plus plu, le plus marqué, si vraiment tu étais obligé d'en garder un? C'est dur de pas citer Musiala tant il a vraiment un peu montré toute sa palette, comme je disais un peu avant. Et quand tu le vois jouer, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il sait pas faire ce gamin? Après, ouais, on peut donner d'autres mentions. Je vois qu'il n'a pas été forcément cité, mais j'ai beaucoup aimé le match de Gundogan dans ce rôle-là où il va faire ses courses sans ballon qui sont parfois déterminantes. D'ailleurs, sur le premier but, l'appel qu'il fait dans le demi-espace, qui libère et qui permet à Wirtz
bah voilà, c'est comme un penalty pour lui quand il est trouvé dans cet espace-là. Ouais, citer Gundogan qui pour moi aussi a fait un gros match, mais globalement, collectivement, ce quatuor, hein, on peut tous les citer, que ce soit Wirtz, Musiala, Kroos et Gundogan, c'est tant de complémentarité, d'intelligence, voilà, je parlais de symphonie, c'est vraiment c'est une symphonie quand les quatre sont à ce niveau-là. Messieurs, pour conclure sur ce match, il y a peut-être pas de réponse, hein, mais est-ce qu'il y a un Allemand, mis à part Leroy Sané, où vous n'avez pas été complètement satisfait de la performance? On va pas citer Rudiger, c'est un but contre son camp malheureux. Malgré tout, Non, comme je te il dis, a pas été trop sollicité, donc bon. Jonathan Tah a été un tout petit peu fébrile, mais c'est pas non plus Ouais. une immense alerte. Et quand Mhm. Hughes se parlait de symphonie, juste, c'est évidemment un top qu'on n'a pas cité, mais c'est Nagelsmann. Parce qu'on dit souvent, tu sais, Kanto, dans le football C'est de vrai, sélection, on peut pas proposer du jeu, on doit aller c'est à vrai. l'essentiel, ça va être du combat. Enfin, je caricature évidemment, mais c'est un coach qui nous prouve que, ouais, quand tu as du matériel à disposition, et le matériel, il est fabuleux, hein, évidemment, ça facilite la tâche de l'entraîneur, mais il faut pouvoir, tu vois, mettre tout ça en harmonie et dispatcher les rôles. Et c'est ça qui m'intéresse avec Nagelsmann, c'est qu'il a su trouver, chacun va faire justement cette fameuse partition avec justesse. Voilà, Musiala détonateur, Gundogan, voilà pour se projeter à avoir des courses, Kroos la base de lancement, Havertz pour voilà proposer des solutions à des petits espaces, Wirtz pour se trouver dans pas mal de lignes. Donc forcément, je trouve que Nagelsmann, encore une fois, il faut relativiser premier match, l'Écosse, etc. Mais c'est un coach, tu vois, on en attend énormément depuis ses débuts à Hoffenheim. On a pu être déçu évidemment de ce qu'il a pu faire avec le Bayern, mais on ne rappellera pas tout le contexte de son licenciement où quand même il était encore en lice pour la Bundes avec des champions et la Coupe d'Allemagne. Donc c'est quand même un moment à part. Mais c'est un coach qui a toujours eu des bonnes idées au niveau du jeu, qui a une vraie vision tactique. Et ce qui me plaît avec cette Allemagne pour l'instant, c'est que je vois une vraie patte d'entraîneur. Au-delà du côté sélection, voilà, état d'esprit, équipe à domicile, c'est qu'il y a aussi des très très bonnes idées dans cette sélection allemande. Tenez, messieurs, on se fait rapidement, sans forcément trop justifier, les notes des joueurs allemands. Manuel Neuer, tiens, Yous, on va donner à chaque fois, l'autre dit s'il est d'accord ou s'il aurait mis un poil plus, un poil moins, sans faire trop long. Moi, je dirais 6. On l'a pas Oui, forcément vu, ok. mais quand il a été trouvé et son jeu au pied a été assez précieux. Donc voilà, il a pas été trop sollicité, difficile de mettre plus. Ceux qui mettront un 5, ça peut se comprendre aussi. Moi, j'aurais tendance à lui mettre 6 parce que voilà, collectivement, globalement, ça a quand même été, ça a été très bien. Ouais, je suis d'accord. Scipion, Antonio Rudiger. Ouais, après il y a le CSC, mais ça va être tellement vite. Mais je mettrais 6 parce que quand même, il a répondu présent, il a été solide de bout en bout. Donc c'est bien le patron de cette défense allemande et ouais, honnêtement solide pendant 87 minutes quoi. Allez, Yous, tu complètes la charnière avec Jonathan Tah, si tu es évidemment d'accord pour Rudiger, hein. Complètement d'accord pour Rudiger. Et après, voilà, étant donné qu'on met un 6 à Rudiger, difficile de mettre la même chose à Ta qui a peut-être montré un peu plus de fébrilité. Je suis assez d'accord. Si j'ai le droit au demi-point, je mettrais un 5,5. Sinon, partons sur un 5. Pas trop mettre en difficulté la régie. Je sais que c'est compliqué ce soir. Ouais, non, fais gaffe parce qu'après tu vas perdre ton micro si les mettre en difficulté. Donc je commence à avoir peur là. Allons sur un 5 alors. Un 5, allez, c'est bon. Ça sera un 5 pour eux, pour Jonathan Tah. Merci pour eux. Et merci pour la qualité de l'émission. Max Mittelstadt pour Pipion. Belle prestation là pour le coup. Ouais, très belle prestation. Je pense qu'on peut mettre un bon 7. Ça a été un joueur qui a apporté, qui a été rigoureux, sérieux défensivement. Première apparition avec l'Allemagne. C'est un joueur qui bénéficie d'une très très belle saison avec Stuttgart. Donc honnêtement, pour ce rôle de latéral gauche, on sait qu'on a pu être déçu par pas mal de joueurs précédents de l'Allemagne. Il y avait eu Jonas Hector qui avait répondu présent, mais sinon il y avait un petit creux générationnel. Mais lui, je trouve que Ouais. ouais, le 7 est vraiment satisfaisant. On valide Yus. Ouais, on valide. Je suis assez Alors on donne d'accord. son avis Je, sur je- je Joshua découvre, Kimmich. je découvre qu'il joue à Stuttgart, donc c'est super. Non, Comment ça, t'as pas regardé tous les matchs de Guirassy face à Borum, mon bon Yous? Choqué.
Donc c'est Joshua Kimmich pour Joshua toi, Yous. Kimmich. Je lui mettrais un 7 également. Pour moi, c'était une petite interrogation avant de commencer le match. Je me doutais que devant, les offensifs allaient être très intérieurs et que du coup, lui allait devoir apporter de la largeur. C'est pas forcément quelque chose c'est pas forcément un rôle dans lequel on l'attend énormément. Et pour le coup, il a répondu présent. Il a la capacité à se rendre disponible sur le premier but. Il se fait oublier. Il est seul. Il fait surtout le centre, la passe qu'il faut au bon moment, très juste. Je lui mettrai un bon 7 parce que c'est un match sérieux et un bon match de Joshua Kimmich. Tiens, Scipion, je t'ai entendu tout à l'heure parler d'Andrich et de Gross. Du coup, je vais te laisser te parler de Tony Kroos cette fois-ci pour le noter. Bah, Tony Kroos, ça va aller assez haut, hein. Je pense qu'on peut lui mettre un très bon 8 parce que bah, voilà, rappel, c'est un joueur qui arrête le foot dans un mois, peut-être moins, mais c'est C'est un dingue truc de de se dire fou. que ce mec a un niveau tellement excellent qu'il pourra encore donner 2-3 ans. Mais voilà, on comprend à quel point son retour pour la Mannschaft fait énormément de bien. Et dans la droite lignée de sa très très bonne saison avec le Real Madrid, il donne aussi cette impulsion à son équipe nationale. Yous, tu vas noter Robert Hendrich et tu vas noter par la même occasion Pascal Gross puisque les deux ont joué une mi-temps. C'est vrai. Écoute, je mettrai 6 à Andrich, 7 à Gross. J'ai un peu plus apprécié le match de Gross que j'ai trouvé un peu plus entreprenant. Après, c'est pas forcément un reproche pour Andrich parce que, évidemment, hein, quand Gross joue toutes les 45 minutes à côté de toi, t'as forcément un rôle moindre. Et puis, il y a ce petit axe, ce petit excès d'engagement qui, pour moi, fait que c'est une petite tâche dans le match. Puis à côté des autres bons matchs, je pense que ça mérite pas forcément un 7. Et Pascal Gross, que j'ai aimé, notamment dans les remises, l'intelligence de jeu. On voit que c'est un joueur qui a eu l'occasion de côtoyer celui qui est devenu depuis hier, du coup, le meilleur entraîneur du monde, Roberto De Zerbi. Euh, et ça sera officialisé quand ça sera officialisé. Mais plus sérieusement, ouais, non. J'ai 6 pour Andrich, 7 pour Gross. Voilà. Allez, bah, Ilkay Gundogan pour Pipion. Bah, je mettrais un vrai bon set, hein. Youss a très très bien parlé de son rôle, voilà, de joueur qui va apporter dans les 30 derniers mètres sans forcément toucher le ballon. Et c'est ça qui est très précieux pour ce type de joueur, c'est qu'il est tellement tourné vers le collectif qu'il peut faire la remise juste ou laisser passer le ballon. Et ça, pour un entraîneur, c'est idéal. Et on rappelle que c'est le capitaine de cette équipe, donc c'est quand même un joueur très très important, essentiel, qui a pas toujours voilà, vécu des très très belles choses avec la Mancha parce que forcément, il est arrivé quand cette équipe commence à avoir ce creux, on va dire, générationnel. Mais lui, il répond vraiment présent sur ce match-là. Il a vraiment un rôle pour Nagelsmann qui est parfait, quoi. Donc, ouais, un bon set pour le bon Ilkay. Allez, Yous, j'imagine que pour Jamal Musiala, ça sera un 9. Ouais, bah ouais, complètement. J'ai pas peur d'aller au 9 pour Jamal Musiala, qui pour moi vraiment, hein, on se répète, mais il a vraiment tout montré. Et puis voilà, c'est vraiment ça qui m'a intéressé. Tout a été bien fait et puis tu sens que voilà, il y a eu vraiment plusieurs registres. Le registre vraiment intérieur du jeu, le registre sans ballon, le registre avec la provocation. Il y a des fois, il commençait l'action très large en deuxième mi-temps. Et puis la passe, comme je le répète, mais la passe sur le troisième but, même si c'est pas une passe D, mais la passe qu'il trouve pour Gundogan, elle est juste incroyable. Et voilà, et à chaque geste, chaque action, on se dit, ah, mais il sait faire ça aussi, ah ouais. Et puis il a quoi, 20 ans, 21 ans? Ah, ok, on en a pour pas mal d'années avec lui. Donc ouais, 9, juste, il a tout fait, quoi. Ça sera haut, mais peut-être moins haut pour Florian Wirtz, Scipion. Ouais, j'hésite entre 7 et 8. Parce que forcément la prestation a été excellente. Il peut encore faire mieux, mais bon voilà, on est quand même, on recherche toujours la perfection. Donc Ces 30 premières sont parfaites. ces 30 premières sont parfaites, la demi-heure après voilà et tout, peut-être un petit peu en dessous, mais bon, qu'est-ce que tu veux reprocher à ça? Honnêtement, il a tellement été précieux. Donc ouais, j'hésite entre 7 et 8. On peut pas mettre un 7,5. Donc je sais pas, peut-être que Youss tranchera pour moi, mais ouais, j'hésite entre 7 et 8. Allez, Yous, tu tranches. Je mettrais 7 parce que peut-être il a été un peu moins en vue que Musiala, pas forcément beaucoup au-dessus de Gundogan, donc mais 7, c'est quand même une très bonne note, hein, quand on dit qu'on Oui. hésite entre 7 et 8. Et après, effectivement, il n'y a qu'un ballon, donc peut-être que tout le monde ne peut pas être le plus en vue pendant 80. En plus, ils sont sortis tôt, donc forcément, voilà, peut-être que sur le deuxième match, ça sera lui qui aura 9 et Musiala 7, hein. Mais sur ce match-là, ouais, je dirais 7. Mais bon, c'est un 8, ça aurait pas été scandaleux, hein, on est d'accord. Allez, on note Kai Havertz pour terminer et Niklas Füllkrug également, on va noter. Scipion. Bah, je vais mettre
je vais mettre 6 à Havertz, qui a fait un vrai bon match, mais voilà, il peut, comme l'a dit si justement Youss, voilà, il y a qu'un ballon, il peut pas être trouvé tout le temps, mais voilà, je suis sûr que dans C'est cet ça, Euro, il va pouvoir être il utile. est il était dans un secteur où il y avait pas mal Ouais. d'embouteillages, vu Ouais. que il y avait les 2 autres qui arrivaient à tirer, arrivaient à faire la différence, mais c'est vrai que le secteur axial était quand même bien bétonné par les Écossais pour arriver à avoir de la place. Exactement, je mets un point de plus à Füllkrug parce que forcément, il y a peut-être un but qui est un peu plus spectaculaire qu'un penalty. Il a failli, en mettre un deuxième et voilà, il a apporté, directement sur cette entrée-là. Mais, le match d'Havertz a quand même été, super, intéressant dans ce que je pense, attend notre ami Nagelsmann de son neuf, on va dire moderne et voilà, bon le chat, parle de 7, mais c'est vrai qu'on peut aller jusqu'à 7, mais voilà, je peux pas le mettre au même niveau que Wirtz et Gundogan comme il a été un tout petit peu en dessous, donc on pourrait dire allez 6,5, mais encore une fois, on chipote, il a vraiment fait un très bon match. Kai, on va pas non plus le rabaisser, quoi. Bon messieurs, juste, pour conclure, on va pas noter toute l'équipe écossaise parce que ça sert à rien de mettre des cartons, mais au-delà du gardien de but, de Porteus qui a été exclu un peu bêtement, est-ce que malgré tout, il y a peut-être 1, 2, 3 joueurs écossais qui s'en sortent bien et font bonne figure? Ah, c'est compliqué, hein. C'est dur ce soir d'en sortir un. Franchement, là, waouh. Même les C'est cadres, ils m'ont compliqué. un peu déçu. Ouais, Même les cadres, tu vois, les Ouais, Robertson, McTominay, McTominay, Robertson. McGinn, McGinn, ouais. on peut tirer sur Porteous et Gunn. Ce sont des joueurs de Championship, donc les attentes sont moindres. Mais quand tu parles d'Écosse, forcément, c'est les 3 joueurs. Voilà, tu te dis, c'est des bonhommes. Tu peux même rajouter Tierney, qui a un beau vécu en Première Ligue, qui sont des joueurs qui ont un certain statut. Et on les a pas vus. Alors évidemment, voilà, leur équipe a été sous l'eau, puis à 10 contre 11. Mais c'est là où, pour moi, l'Écosse, le rebond doit passer par ces joueurs-là, parce que, encore une fois, McTominay a marqué ses buts en éliminatoire. Ils sont des moteurs dans leur club. Il faut aussi que pour la sélection, en grand tournoi, ce soit le cas. Ok, ok. Bon, bah écoutez, messieurs, on va mettre un petit peu ce match de côté parce que Scipion, hier, tu devais nous présenter une chronique d'enjeu. On n'a pas eu le temps. Tu vas nous la présenter aujourd'hui. C'est 5 joueurs à suivre, tout simplement, dans cette compétition, dans cet Euro 2024. Je te laisse nous mettre des étoiles dans les yeux et nous faire saliver. Exactement, c'est une petite sélection voilà, d'éléments, de joueurs intéressants à suivre durant cette compétition avec différents statuts. Il y a le premier, c'est celui, je pense, qui est un peu plus connu parce qu'on va aller du côté de l'Espagne, c'est forcément Nico Williams, parce qu'on parle beaucoup de Lamine Yamal comme un élément indiscutable de cette équipe. Et Nico Williams, mine de rien, en éliminatoire, en match de préparation, il a aussi su trouver sa place et était en concurrence notamment avec Dani Olmo. Mais voilà, il a les faveurs de Luis de la Fuente et Nico Williams, dans son rôle de pur ailier, bah, il marque beaucoup de points. C'est un joueur qui sort d'une saison extrêmement accomplie avec l'Athletic Bilbao, où il a réalisé plus de 10 passes décisives. C'est un joueur qui est suivi par le Barça, le Real, on parlait aussi du Paris Saint-Germain. Il devrait normalement rester pour cette saison avec le club basque, mais vraiment ce rôle de détonateur qui est très intéressant. Et c'est ça qui me plaît avec l'équipe d'Espagne, parce que tu sais, on met beaucoup de pression voilà, à des jeunes joueurs comme Pedri, comme Yamal. Avant, il y avait Koubarsi, mais Nico Williams peut aussi apporter ce petit truc en plus, tu vois, de frissons, voilà, de joueurs qui percutent. Et on sait que l'Espagne, on était sur un jeu qui était peut-être un petit peu stéréotypé, et lui, il est beaucoup plus dans la rupture, avec quand même une grosse qualité technique. Donc Nico Williams, ça fait partie des éléments que j'attends beaucoup sur cette Euro. Yous, un commentaire peut-être sur Nico Williams? Ouais, je suis assez d'accord. Je pense qu'en plus, au-delà du joueur que ouais, j'aime beaucoup, je pense que par son profil, il est ultra, ultra précieux dans une équipe d'Espagne dont ça fait peut-être quelques années, notamment même dernièrement à la Coupe du Monde 2022, où on pouvait regretter le manque de ce genre de profil. Beaucoup d'explosivité, des appuis forts, de la rapidité, pour une équipe qui a l'habitude de jouer des équipes qui abandonnent totalement le ballon et qui souvent ferment le jeu, ça peut être précieux pour déstabiliser des blocs adverses. Donc, ouais, je suis très d'accord. Je vais le suivre avec beaucoup d'attention. Et puis, personnellement, je crois beaucoup en cette équipe d'Espagne. Donc, je pense qu'il fera partie des joueurs à suivre, clairement. Scipion, player number 2. Hier, dans les joueurs à suivre, moi, ma révélation attendue, c'était João Neves. Je vais aller sur un autre Portugais qui me plaît beaucoup, c'est Francisco Conceição, le fils Logique. de Sergio, qui ne sera
sans doute pas le futur entraîneur de l'Olympique de Marseille, mais il a un fiston qui est très intéressant. Et pour le coup, c'est pas un pistonné. Il y avait quelques doutes à une époque sur son ascension avec Porto. On se demandait s'il n'y avait pas voilà, un coup d'entraîneur de Jorge Mendes. C'est un joueur qui était passé par un prêt fantomatique à l'Ajax. Et le revenu cette saison, on se demandait qu'est-ce qu'on fait de lui? Est-ce qu'on le prête? Est-ce qu'on le vend en équipe B? Et c'est un joueur qui a su saisir sa chance. Et voilà, tout à l'heure, j'ai parlé d'ailier avec Nico Williams, pur ailier qui compte beaucoup sur sa vitesse. Conceição, c'est pas l'ailier le plus rapide, il a une belle pointe d'accélération, mais c'est surtout voilà, ce côté dribbleur qui est super intéressant chez lui. Et voilà, il a mérité sa place avec la sélection portugaise. Il était en concurrence avec Pedro Gonçalves du Sporting, mais finalement, il a, tu vois, un peu comme Barcola, cette espèce d'ascension, de dynamique qui lui a profité. Et en fait, Conceição qui joue côté droit, il y a peut-être quelque chose à jouer avec Bernardo Silva qui est pas impérial avec la sélection portugaise, et peut-être pourquoi pas gratter du temps de jeu si Bernardo venait à décevoir. On sait qu'il a deux visages un petit peu différents. Donc Francisco Conceição, vraiment un joueur très intéressant qui sort, ouais, tu vois, comme je te dis, un peu du lot sur le tard, parce qu'on était un petit peu dans l'attente de voir si le potentiel pouvait décoller. Et ouais, forcément, c'est super intéressant ce qu'il a proposé sur les 6-7 derniers mois avec Porto. Yous, une ascension fulgurante pour Conceição. Scipion racontait un peu l'histoire. On s'est un peu tous posé la question, est-ce qu'il n'est pas là parce que l'entraîneur est papa, parce qu'il y a, voilà, il y a une histoire comme ça, et sans finalement avoir de garantie sur ce joueur-là, jusqu'à ce qu'au fil des matchs, on se rende compte des qualités du garçon, de l'explosivité, et surtout de son amour pour la provocation, pour le dribble, tout simplement. Ouais, ce genre de profil est tellement précieux pour des équipes. Et puis, ouais, non, clairement, pas de doute, hein, pas de doute sur le niveau du petit. Et en plus de ça, pour l'anecdote, Sergio Conceição est très dur avec les jeunes. Enfin, il a cette réputation-là. Mm. Et avec son fils, ça l'a été aussi, hein. Il a mis du temps quand même à lui faire confiance. Et finalement, voilà, sans doute par peur d'être accusé de ça. Mais ouais, clairement, sur le terrain, il montre qu'il n'est pas là par hasard. C'est peut-être un fils à papa, mais c'est pas la raison de ses titularisations. Et avec le Portugal, pareil, hein, dans la lignée de ce que j'ai pu dire sur Nico Williams, je pense qu'il a clairement un profil qui peut apporter quelque chose de différent sur le côté droit, peut-être pouvoir permettre de voir un Bernardo un peu plus axial qu'on préfère tous, on le préfère tous dans ce rôle-là, apporter quelque chose de différent. Ouais, très vrai bon joueur, Francisco Conceição. Scipion, je crois qu'on va parler d'un joueur que j'aime bien. Alors, est-ce que c'est celui que tu as présenté hier? Oui, c'est C'est celui que j'ai présenté évidemment hier. il existe Maxime de Kuiper pour ceux qui on l'a, Ouais, C'est la même photo, la régie voilà, s'est pas on- foulée. c'est ça. J'espère que Bruce écoute encore. on l'a vu jouer, notamment en Conference League avec Bruges. Et lui, pour le coup, autant Conceição, on se demande s'il aura un rôle de titulaire. Lui, il bénéficie de la blessure un peu dernier milieu de Thomas Meunier pour prendre un poste à gauche et devrait normalement démarrer le tournoi avec la Belgique. Et c'est vrai que tu as parlé hier de sa qualité de centre. C'est ça qui est voilà, l'atout principal, je pense, chez lui. C'est vraiment son pied gauche. C'est un joueur qui, à Bruges, peut évoluer à différents rôles du couloir gauche, hein. Il a même été des fois utilisé en milieu, en piston. Mais là, normalement, avec Tedesco, ce serait une défense à 4 pour l'entame de cet Euro. Et c'est un joueur qui est très intéressant sur cet aspect technique, un joueur qui est assez propre. Défensivement, c'est quand même correct. C'est pas le latéral le plus solide, mais on parle d'un jeune joueur, donc il peut encore s'épaissir. Et moi, 23 je ans. pense que ça peut faire partie très clairement de ces joueurs qui bénéficient de cet Euro pour aller voir plus haut, un petit transfert à 15-20 millions d'euros pour atterrir voilà, dans un, sans manquer de respect évidemment aux Belges, mais dans un plus gros championnat. Mais forcément, moi je m'attends à De Kuiper qui puisse voilà, mettre 2-3 passes ici, pourquoi pas à Lukaku. Et honnêtement, il a vraiment une très très belle carte à jouer. Scipion, Maxime de Kuiper, moi ça a été mon coup de cœur parmi les jeunes, ça a été ma révélation, enfin celui que j'ai annoncé parmi les révélations hier. Est-ce que c'est un joueur que tu connais un petit peu? Ouais, forcément, comme je te dis, avec Bruges. Non, pas toi, pas toi. Mince, Pardon. j'ai Oui, non, mais je entendu. voulais dire. Non, non, c'est moi, j'ai dit Scipion, pardon. Yous. Mais non, mais je vais pas te faire répéter ce que tu viens de dire. Ou Ce alors que je tu me te disais, ouais. Ah, je l'ai beaucoup Il aimé nous sur la présente flèche wallonne. C'est Là, ça ce que c'était j'allais dire. Scipion, il nous présente un joueur pendant 10 minutes. Et je lui dis, ouais, tu le connais? Bah non, je connais pas. Non, je viens de lire un article en fait, là, c'est tout. Ouais, Non, 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 Yous. bah, de la curiosité parce que ouais, pour être honnête, je le connais pas parfaitement. Effectivement, j'ai déjà entendu parler de lui et beaucoup de bien. Et puis avec vos voix d'experts, je peux que vous faire confiance. Donc, on aura une attention particulière sur ses performances du côté de la Belgique. Et puis, je pense que ouais, les latéraux, c'était peut-être parfois un mini problème pour la Belgique ces dernières années. J'ai l'impression, s'il y a des Belges dans le chat qui peuvent nous confirmer ce que je dis. Mais voilà, Thomas Meunier, personnellement, j'ai jamais été super emballé par le
joueurs à gauche. Souvent, tu avais Vertonghen qui pouvait jouer ce rôle d'arrière gauche. Voilà, les latéraux, c'est souvent quelque chose d'important dans des équipes, et puis d'autant plus pour des sélections nationales. Donc s'il y a l'occasion d'avoir un latéral performant et qui a beaucoup de talent, ça peut être très positif pour la Belgique. On va suivre ça avec attention. Eh ben écoute, Scipion, je vais te laisser enchaîner. Ouais, avec cette très très belle équipe ukrainienne qui va envoyer un effectif de qualité avec Yaremchuk, avec Dobvik, Zinchenko, Mikolenko et le joueur sur lequel je vais m'arrêter, c'est un des éléments moteurs du Shakhtar Donetsk, c'est Georgi Soudakov qui a croisé la route de l'Olympique de Marseille, qui Trop avait fait, fort. je pense que Ah, Yous pourra parler de sa prestation au oh, Vélodrome parce qu'il avait marqué énormément de points. Et c'était là, pour le incroyable. coup, c'est vraiment un joueur qui là est suivi par des clubs de première ligue. Il a annoncé notamment du côté de Tottenham, milieu offensif, extrêmement, extrêmement doué, vraiment un rôle pas forcément de 10, mais un joueur qui a des qualités offensives assez naturelles, qui a une très bonne frappe de balle, qui sait bien se placer et qui pour moi peut vraiment être un joueur type révélation, mais tu sais, révélation grand public, parce que forcément, c'est un joueur voilà, qui est déjà coté à 30 millions d'euros sur le marché, qui a déjà des matchs de Ligue des Champions, donc c'est pas non plus, tu vois, un total inconnu, mais pour le grand public, si les gens vont peut-être regarder un Belgique-Ukraine ou quoi, ce que j'espère, ils pourront se dire, mais ce gars-là, il est vraiment très doué, il y a un profil qui est super intéressant. Et Soudakov, voilà, je pense que cet été, il sera extrêmement courtisé sur le mercato, mais franchement, le profil de joueur est super, super séduisant, quoi. Ah, c'est clair, non, super Yo, complet. c'est un peu pardon, Non, non, t'inquiète. c'était juste pour dire, c'est un peu la continuité de Mikhailo Modric. On sait que tous les ans, tu as le joueur phénomène qui vient d'Ukraine et notamment du Shakhtar. Et quand l'OM a affronté cette équipe-là, c'est vrai que dans les médias, je me rappelle avoir lu un article, je crois, d'une double page, même sur Sudakov, où on avait compris un petit peu la qualité reconnue par ce jeune joueur déjà. Ouais, non, non, c'est clair, c'est un vrai bon joueur. Et Scipion parlait du match à Marseille, du Shakhtar. J'étais au stade et clairement, tu vois, c'est le genre de joueur que je connaissais pas parfaitement avant de voir ce match. Et tu sais, c'est le genre de joueur où quand tu vas au stade, tu dis: «Attends, le petit là, celui-là, attends, je le suis. Attends, c'est encore lui? Ah ouais, c'est lui. Ah ouais», et tu regardes après le match: «Ah oui, celui d'accord, OK». Et tu comprends parce que le mec, il est juste différent dès qu'il touche la balle. Ce qu'il fait avec le ballon, c'est tu vois, tu vois, on a débriefé ce match de l'Allemagne avec les zinzins Moussiala, Wirtz et compagnie. Bah, lui, tu vois, c'est un peu dans le terme en termes de profil et de style, c'est un joueur qui me fait penser à ces joueurs qui sont capables de faire un peu tout au milieu, qui sont très complets et clairement joueur à suivre. Et moi vraiment, il m'avait bluffé quand je l'avais vu du stade et c'est juste un joueur vraiment, vraiment trop, trop, trop fort, quoi. Allez, Scipion, joueur numéro 5. On va aller du côté de la Turquie, qui est forcément toujours un petit peu attendu sur ce type de tournoi. On espère voilà, qu'il ne s'ouvre pas comme en 2021 à l'Euro 2016. Je suis parti sur Kenan Yildiz de la Juventus. On aurait pu citer voilà, Arda Güler, on aurait pu citer Baris Yilmaz. Il y a beaucoup, beaucoup de talents jeunes dans cette équipe turque et c'est justement à eux de prendre ce pouvoir. Alors, Yildiz pourrait peut-être ne pas démarrer le tournoi en tant que titulaire, mais j'ai tellement été séduit par ce qu'il a apporté à la Juventus de Turin en termes de fraîcheur, de nouveauté. Tout à l'heure, Yous parlait de Francisco Conceição et de Sergio Conceição, pardon, et d'une utilisation un peu compliquée pour les jeunes. Ça a été toujours un petit peu le cas avec Max Allegri. Mais en fait, Allegri, il a été mis devant fait accompli. Il y a tellement de très bons jeunes à Juventus que voilà, au bout d'un moment, il faut le mettre sur le terrain. Et ils disent, mais il a su saisir sa chance. Il est passé devant Moïse Kinoayarch, il est passé devant Arakdius Milik aussi pour faire une doublette avec Vlahovic, pour gagner du temps de jeu, pour des premiers pas en professionnel. Forcément, il a donné beaucoup, beaucoup d'espoir pour l'avenir. Et moi, j'ai envie de le voir dans ce contexte international, le voir un petit peu comment est-ce qu'il peut se comporter dans ce type de tournoi quand il aura voilà 15-20 minutes peut-être. Mais honnêtement, je parle de Yildiz, mais j'englobe toute cette jeune génération turque, hein, j'insiste, parce qu'il y a beaucoup de talents qui sont en train d'émerger. Et voilà, c'est vrai que c'est une équipe, c'est un peu comme la Serbie, tu sais, on dit peut-être outsider, on est un petit peu déçu. Là, je me dis peut-être qu'avec ces nouveaux jeunes qui sont dans une mentalité un peu différente, avec Çalhanoğlu en leader, ça peut peut-être faire la différence. Ouais, Yildiz, buteur à 2 reprises avec les grands de la Juventus Turin cette année. Scipion, c'est pas terminé, il me semble que tu avais même mis un petit joueur bonus, un petit joueur coup de cœur. Un petit joueur coup de cœur parce que je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais avec l'équipe de Slovénie, on aura un certain Josip Ilicic
dans la Et oui, de liste à retour. l'Euro. Il est de retour. On sait qu'on l'avait un petit peu perdu de vue avec ses soucis post-Covid à Bergame, voilà, une prise de poids certaine. Il est revenu à Maribor au pays. Mais en fait, il s'est remis à jouer au foot. Il s'est remis à travailler pour le plaisir, pour juste l'amour du ballon. Et voilà, à 36 ans, on le revoit dans cette liste de la Slovénie. Il a même marqué là en match de préparation contre la Lituanie. Et bah, c'est un petit coup de cœur parce que c'est un joueur qui est passé par des moments très difficiles, une certaine dépression. Et Ah oui. voilà, il va disputer ce premier tournoi international avec la Slovénie, comme Jan Oblak et le redoutable Zan Vipotnik. Donc moi, je suis vraiment content pour lui parce que c'est quelqu'un voilà, qui m'a fait vibrer avec l'Atalanta de Papou Gomez, son duo, tout ça. Donc honnêtement, c'est un joueur qui est voilà, ouais, c'est un peu son last dance, mais je trouve ça Tu l'as beau vu comme quelle athlétiquement, histoire. il est comment? Parce que je me rappelle, moi, d'un match pour son retour où il était rentré genre à 5 minutes, il avait genre peut-être 30 kilos en trop, quoi. Ouais, ben regarde, tu peux voir la photo là qu'ils viennent de montrer. C'est une photo Ok. récente, hein, parce que C'est tu sais, récent, ok. ouais, il a le Ah ouais, bah patch c'est que. Euro 2024 sur Ok, la manche bah pas de droite. forme alors, ouais. Donc tu Ouais, vois, il pas de est forme. plutôt, il est bien quoi. Il a vraiment beaucoup perdu. Il est revenu et tout. C'est vrai que moi aussi, quand je l'ai vu dans la sélection, je me suis dit, ah, mais attends, moi aussi j'avais cette image-là. Je me disais, le mec, il avait pris énormément. Il Ouais, avait 30 fait, kilos, voilà, j'abuse, mais ouais, non, peut-être non, mais entre 15 et 20, de t'avais raison. trop, ouais. T'as l'impression voilà, Ouais, qu'il ouais. était déjà à la retraite, qu'il avait bondi au niveau du poids. Et non, non, il s'est remis vraiment de manière assez fit. Alors, quand il était en série, elle était beaucoup plus fit encore, mais il a un poids voilà, normal pour un joueur de sélection. Eh ben écoute, merci Scipion, c'était trop cool cette petite chronique. Et puis bah, on suivra tous ces joueurs avec une certaine attention. Nous, on va terminer tranquillement cette émission avec le Pronogate Jingle. Et oui, parce que ce soir, le Pronogate avait déjà commencé avec la team hors jeu, tout simplement, sur cette rencontre entre l'Allemagne et l'Écosse. Et vous le voyez, Bruce, Scipion, le FC Guez ont 3 points. Zal aurait dû avoir 3 points, mais il a pris un -1. Il faut qu'on en discute quand même tranquillement dimanche quand on sera en Allemagne pour savoir ce qu'on fait de ces malus. Pourquoi? Parce que bah, Scipion, avec le but contre son camp de Rudiger, vous avez quasiment mis tous un buteur plus les deux équipes marquent, grosso modo. Et du coup, ben, l'Écosse a marqué, ce qui vous a permis de prendre notamment 2 points sur les buteurs. C'est ça. Et j'en mets. 2 points sur le my match, pardon. Ah ouais, c'est ça. 2 points sur le My Match, un point sur. Non, 2 points, ouais, je crois que c'est ça. Et on emmène le chat, Ouais, j'emmène le le, chat avec moi puisqu'il m'avait désigné. exactement. Grosso modo, pour le buteur, la règle, c'est entre 1 et 3, ça sera 1 point. Par contre, au-dessus de 3, à partir de 3,05 jusqu'à 5, ça sera 2 points. Et à partir de 5,05, voilà, et jusqu'à plus, ça sera 3 points. Mais en gros, le 3 pile, on l'englobe à 1 point. Au-delà de 3, par contre, ça sera à 2 points. Donc voilà, déjà des petits écarts avec notamment Bruce, Scipion et le FC Guest qui ont déjà 3 points après seulement une petite journée. On aura l'occasion de parler du Pronogate demain, puisque vous le savez, il y aura la quotidienne encore une fois à midi. On va teaser les matchs du jour, on aura l'occasion de s'amuser. Nous, ce qu'on va faire pour conclure, c'est juste regarder peut-être un petit peu les cotes des vainqueurs de tournois à propos de ces cotes-là. Scipion, est-ce que voilà, c'est des cotes que tu trouves assez élevées? Est-ce que c'est des cotes que tu trouves dans l'ensemble assez logiques? Angleterre favorite? Voilà. Est-ce que c'est des cotes qui te donneraient envie de cliquer, toi? Bah, c'est cohérent. Moi, j'avais annoncé Allemagne favorite, donc c'est pas, on va dire, la plus haute. Donc je trouve que c'est plutôt intéressant encore d'aller là-dessus. Mais c'est vrai que tu peux repenser peut-être aux cotes du fameux groupe de la mort, Espagne, Italie, Croatie, si certains veulent aller chercher là. Après, tu sais que, comme j'avais dit hier, tu perds beaucoup d'énergie dans ce type de confrontation. Mais oui, sur la hiérarchie des favoris, ça me paraît quand même cohérent. Ok, ok, ok. Bah écoute, Scipion, merci. Nous, ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on va commencer à se dire au revoir. Il est minuit passé déjà. On va aller se reposer. Pourquoi? Parce que demain, eh ben, on a la quotidienne à partir de midi. Elle sera en remote encore une fois. Pourquoi? Parce qu'on part dimanche matin en Allemagne. Donc nous, on se voit demain. On pourra un petit peu teaser tranquillement les matchs du jour, Oui, on les matchs, hein. pourra ah ouais bah ouais il y a quand même il y a quand même du spectacle. On va pouvoir en parler un petit peu. On aura le Pronogate comme d'habitude et on vous donnera un petit peu plus d'informations pour notre arrivée en Allemagne puisqu'on part dimanche matin. Donc il y aura une émission également en Allemagne dès dimanche soir aux alentours de 23 h si je dis pas de bêtises. Je regarde si j'ai une dernière nouvelle de la part de Pono, peut-être un petit truc à rajouter au niveau de l'horaire. Voilà, donc ce sera peut-être dimanche soir si on arrive à se mettre en
en place évidemment. Pour pas vous mentir, on va partir aux alentours de 8h, 8h30. On a grosso modo 5 heures de route. Donc si on arrive là-bas entre 13 et 14 heures, il faut avoir le temps derrière de tout installer, de tout setup pour être prêt pour 23 heures. Donc voilà, il faudra voir après si la connexion et tout ça répondent présent pour qu'on puisse faire un live directement dimanche, ou sinon ça sera lundi midi en live. Mais on en reparle demain, et demain on retrouvera également Braque et tout le reste de la team hors-jeu. Yous, merci d'avoir été là ce soir. Merci Kanto, au top. Bah écoute, on se voit Merci au voit chat. demain. Je sais pas le roster demain. Yous, Scipion, vous y êtes? Non, alors moi je suis pas là demain. Ok, bah c'est Braque alors qui Yes. sera avec Bruce et Scipion. Moi, je crois que je ne suis pas là, mais maintenant je vais vérifier parce que tu me mets le petit doute. J'ai aucune idée. Je sors demain soir prison, c'est pour ça. Ok, bon, bah, Ah oui, ça va, oui. ça va. Non, je suis pas là Prends soin demain. de toi. Je suis Non, pas là mais demain. demain, ça sera Bruce Granek, ça sera Braque, ça sera Zal et moi-même. Voilà pour l'émission. Et la Rendez-vous régie, midi j'espère aussi. sur La régie, la bien régie, sûr. la régie, avec des micros qui marchent si possible. Twitch.tv/Bruce Granek, même endroit. Midi, les amis, je vous embrasse. Passez une bonne soirée. Merci Top. de nous avoir suivis Salut, et l'équipe. vivrez bien avec l'Euro. Bye bye. Salut à tous.